Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 15 juillet 2023. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour répondre à la question est-ce que BTC va aller à $1 million? Alors, c'est une réponse qui ne va pas être basée sur ma théorie, sur mon analyse, mais qui va être basée sur quelqu'un d'assez particulier, hein. C'est Root, principalement, je vais vous présenter le personnage. C'est quelqu'un qui est très connu depuis relativement longtemps au niveau du monde de BTC, qui est spécialisé dans l'analyse on-chain de BTC, et principalement qui est spécialisé aussi dans la conception de modèles autour de BTC. C'est de lui qu'on tient un certain nombre de modèles, je pense que vous allez reconnaître certains graphiques, et on va se poser la question de est-ce que oui ou non c'est faisable, est-ce que c'est dans ce cycle, est-ce que c'est dans un autre cycle, et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, et vous allez voir que c'est très enrichissant, que ce soit court, moyen, long terme, et ça commence tout de suite. Juste, on va faire un petit point aujourd'hui, rapide sur le BTC pour vous montrer que on est quand même bien dans le rouge après une journée hier qui était très verte, ce qui est tout à fait normal, hein. On sait très bien que quand on a un mouvement aussi fort, on va retracer, c'est exactement ce qui s'est passé ici au niveau du BTC, je vous avais noté notamment hier qu'on allait casser baissier, que là, la force en fait du rejet que l'on avait et la consolidation en dessous, ça allait viser la target ici, donc la petite ligne blanche, 30 100, exactement ce qu'on était allé chercher, donc avec le short, pareil, on est toujours dans cette phase de ranging, donc acheter les bas pour vendre les hauts et justement vendre les hauts pour acheter les bas. C'est exactement la théorie et la classique, donc ça change pas. Je pense qu'on va avoir peut-être assez peu de volatilité sur ce week-end, donc on va rester un petit peu en bas pour pouvoir après réaccélérer à la hausse sur cette semaine prochaine dans laquelle on a quand même pas mal de nouvelles, mais ça ce sera la quotidienne de lundi à 7h où on abordera tout ça. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'important qui va être Root, donc qui est quelqu'un qui est souvent sur Twitter, exactement, ça s'appelle Rational Root. Si vous voulez le retrouver, je vous invite à le suivre parce qu'il poste toujours des choses très intéressantes. Et c'est, par exemple, ce type de graphique ou ce type de graphique, je pense que vous les avez déjà vus. Et c'est là le support de notre conversation aujourd'hui, de notre analyse d'aujourd'hui, parce que ces supports sont très intéressants dans le sens où on voit l'évolution du cours, non pas effectuée sous une forme de graphique, mais bien positionnée dans une forme de diagramme dans lequel on voit l'évolution qui se fait au niveau des différentes zones de déni ou de panique. Sont des zones qu'on connaît très bien, étant donné que ce sont des zones qui sont basées principalement sur tout ce qui est la psychologie du marché, et quelque chose qu'on a régulièrement, et qu'on voit régulièrement, sauf que c'est formaté autrement. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce type de graphique, moi c'est pas tant celui-là qui m'intéresse, ça va être vraiment le prochain, ça va être l'évolution du prix par rapport à la valorisation du prix. Donc plus on va vers l'extérieur du cercle, plus on a un prix qui est élevé, on a le positionnement du gold qui nous représente en fait la valorisation totale du market cap à 10 milliards, et là on frôle justement les différents éléments avec le 1 milliard, et on voit qu'on est en train de réaccélérer, et on voit justement que cette courbe ne doit pas se croiser, et quand on regarde un petit peu l'évolution concentrique de cette courbe, on voit que la target, en effet, est l'extérieur, et tant qu'on ne casse pas, en fait, la courbe précédente, donc c'est-à-dire le cycle précédent, parce que la représentation ici de ce cercle, c'est un cycle. C'est vraiment le cycle des 4 ans dans lequel on va avoir l'évolution du cours. Et on voit bien que d'ailleurs dans ce cycle des 4 ans, on a des phases d'accélération très fortes, suivies des phases de décélération comme ici on le voit. Donc on a bien toujours ces phases-là qui rentrent dans les mêmes phases de cycle, hein. Quand on regarde le cycle précédent, on voit bien qu'ici on a une cassure baissière, pareil, ici on a aussi une cassure baissière, on va avoir une accélération, et on voit que le cercle est très régulièrement suivi. Et justement, quand on voit ce type d'éléments-là, on comprend aussi plusieurs choses. Oui, en effet, on va de plus en plus vers l'extérieur, mais surtout, il faut noter qu'on a de plus en plus, ici, de contraction entre les différents éléments. Quand on regarde l'écart entre ce premier cycle, le second et le troisième, on voit déjà que l'écart a grandement diminué. Et quand on regarde le quatrième dans lequel nous sommes actuellement, on voit que l'écart a encore diminué. Et donc, ces éléments-là nous font dire que on a une baisse de la volatilité structurelle, plus on va se diriger vers l'extérieur du cycle, ce qui est tout à fait normal en même temps. Plus on va vers l'extérieur, plus ce sera compliqué de faire bouger le prix à la hausse, et donc de gagner en capitalisation. Et si on regarde les éléments suivants, et vous allez voir que à chaque fois, ces graphiques aident beaucoup à avoir une vision, et après je vais aborder la notion d'$1 million, et vous allez comprendre où je veux en venir, et où, justement, cette personne veut en venir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a, justement, la représentation des ATH qui sont les petits points noirs, on a la totalité du cours qui est représentée ici en logarithmique, et on a les parties 80 avant le halving, dans lequel on a toujours une zone qui est un petit peu la zone de rupture, dans lequel on finit le bottom,
avant, et passé 80, généralement on est dans une stabilisation avant la préparation du halving et la mise en place de nouveaux ATH, exactement ce qu'on voit ici. Pareil sur le halving précédent, dans lequel on voit que cette fois-ci on a été plutôt même, non pas dans une zone de neutralité comme précédemment, mais plutôt dans une zone de neutralité basse, hein, dans lequel on a fait une cassure baissière. Alors bon, c'était le Covid, forcément, c'est quelque chose qui est un petit peu à part, et ensuite on est reparti à la hausse, pareil. Et là, on arrive dans cette zone de 80% avant le halving, dans lequel on va être dans une zone de neutralité, dans lequel on va être une zone potentiellement aussi de respiration du cours avant la préparation du halving. Et ça, c'est très intéressant de voir exactement où on se situe par rapport à la fractalité, et à chaque fois, c'est très visible, ces ensembles de graphiques, et si on va un petit peu plus loin, je pense que vous reconnaissez ce chart, c'est ce qu'on appelle le rainbow chart, c'est un petit peu la notion qui est interfacée avec le stock to flow, dans lequel on va avoir la représentation des zones basses structurelles et les zones haute structurelle, dans lequel on a ici une représentation des évolutions potentielles. Quand on arrive dans la partie haute rouge, ça sous-entend que c'est la zone de vente, donc les nouveaux ATH, et plus on arrive vers la partie basse bleue et noire, plus c'est les zones de bottom dans lesquelles en fait on va acheter ces zones-là. C'est exactement la représentation, alors ça a bien marché, ça a bien matché sur les différents précédents, et on voit même que là sur le lot qui a été posé, on voit qu'on est exactement aussi dans cette disposition avec un lot qui a été effectué ici. Par contre, si on regarde un petit peu la transposition, on voit que le 1 million est quand même très haut. Quand on regarde un petit peu l'évolution de ce chart, alors oui, on va avoir une accélération, donc on irait une accélération potentiellement ici, si on devait avoir quelque chose qui remonterait, on aurait une courbe rouge qui irait potentiellement vers le halving 4, mais ça n'empêche que on dépasse très difficilement les 100, 150 000 $. Alors, d'où vient cette histoire de 1 million? Et ça, c'est très important, parce que c'est le plus important, je pense, qui vient de la représentation qu'a The Rational Root sur l'évolution, qui est la théorie qui est définie par ce graphique-là. Alors, pour vous expliquer cette théorie, il faut comprendre déjà la notion de hold model. La notion de hold model, c'est quoi? C'est la représentation des personnes qui détiennent du BTC et qui le conservent. Et qu'il y a une loi, en fait, un pattern mathématique qui est statué selon laquelle plus le temps va passer, plus la rareté du BTC va être forte, plus le holding sera fort, ce qui est tout à fait normal, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde classique, avec par exemple les dollars, donc les monnaies fiat. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais bon, le problème c'est que les monnaies fiat, on en imprime toujours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, en effet, on a aussi un hodl model dans le monde fiat, dans le sens où les personnes bloque l'argent, c'est toujours un certain nombre de personnes qui vont bloquer l'argent, et cet argent elle est bloquée où? En immobilier, elle est bloquée en action, elle est bloquée dans des structures qui valorisent en fait cet argent, et donc du coup on n'a pas à côté la partie de liquidité pure qui se met en place au niveau de la partie fiat. Et c'est exactement ce que l'on peut voir aussi dans le BTC, mais qui va être exacerbé parce qu'on est dans un domaine où on va se diriger vers les 21 millions de BTC. Il n'y aura jamais plus de 21 millions, et donc forcément on va avoir derrière un modèle de holding qui va augmenter, et qui entraîne quoi? Qui entraîne la notion de illiquid supply. Illiquid supply, c'est quoi? C'est justement les liquidités qui sont bloquées, donc c'est-à-dire les bitcoins qui ne seront pas vendus par rapport à l'état général. Et c'est quelque chose où on voit qu'on a enfin ici un passage haussier de liquid supply, où on voit que dans le hodl model, on est en train de réaccélérer à la hausse, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, qui se prépare pour le halving 4, dans lequel on a cette réaccélération que l'on voit, qu'on voyait pas forcément dans les autres périodes, parce qu'on était dans une partie où la génération de BTC était encore très élevée, et le halving 4, ainsi que le halving 5, accélère justement la diminution de production de nouveaux BTC, et donc rend très rare les BTC qui arrivent sur le marché, donc qui peuvent être vendus. Parce que plus on va passer dans le temps, moins les personnes vont avoir tendance à vendre le BTC, surtout si on a une valorisation supplémentaire du BTC. Donc ça sous-entend que dans ce modèle-là, on va avoir quelque chose qui va se rendre très rare. Donc on va avoir une valorisation du BTC comme étant un objet un asset numérique qui ne sera pas accessible pour tout le monde, dans lequel on n'aura qu'une partie de BTC, et la notion de fractalité va rentrer vraiment dans la réflexion. Alors, les autres éléments qu'il aborde, et qui sont d'ailleurs très intéressants, c'est plusieurs choses. Un, nous avons ici le fait que le halving 3 était une année particulière, c'est-à-dire que le bullrun que l'on a connu était un bullrun très particulier, dans le sens où on avait ici un écart très élevé entre la supply qui était disponible
et la supply qui était holdée, dans le sens où on a eu une grosse vague de prise de profit, dans lequel on avait beaucoup de dilution du token, et donc derrière, on avait énormément de fluctuations, avec derrière peut-être des patterns qui n'étaient pas ce qui était attendu. Beaucoup de personnes attendaient principalement un BTC à 150 000, quand on reprenait les pourcentages que l'on avait effectués dans les différents ATH précédents, mais en l'occurrence, cet ATH-là, qui a été effectué en 2021, n'est pas représentatif de ce qui se serait passé normalement. En effet, on a eu le ban China, qui a été quand même relativement forte, qui a fait vraiment une cassure très forte, que ce serait passé si jamais on n'avait pas eu ça, si jamais on n'avait pas eu cet apport de liquidité et justement de vente de BTC autour de Gemini et autour de Genesis, qui, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus qui expliquaient un petit peu ce qui se passait entre FTX, Genesis et Gemini avec la valorisation autour de Grayscale Capital, mais on a eu une période qui était vraiment très particulière, et justement, The Rational Root définit que c'est une période qui n'aurait pas dû se passer comme ça, qu'on aurait dû toucher un ATH beaucoup plus gros, et que le prochain bullrun sera beaucoup plus important, avec une valorisation supplémentaire, dans lequel on pourrait arriver sur des hauts qui seraient beaucoup plus importants, avec des hauts qui seraient à 200, 250, 300 000 $, donc quelque chose qui est très, très important en termes d'ATH. Alors, vous connaissez, moi, ma vision elle est tout autre, ma vision elle est dans une définition où plus on va avoir de liquidité, moins on va avoir de volatilité, et que plus on va avoir de liquidité, moins on aura de performance, parce qu'on aura moins de volatilité, et donc une diminution du risque. On n'oublie pas que pour moi, la représentation de la performance ne vient pas forcément de l'asset en lui-même, mais vient aussi de la part de risque qu'il représente. Plus on a de risque, plus on a de performance, moins on a de risque, moins on a de performance. Et plus on arrive dans un apport de liquidité avec par exemple BlackRock, une réglementation qui arrive, avec tout ça qui est en train de se mettre en place, la notion de risque diminue grandement, donc à ce moment-là, la notion de rentabilité diminue grandement, et donc pour moi, la volatilité va être bien moindre sur les cycles suivants, peu importe qu'on ait une diminution du nombre de générations de BTC, parce que dans tous les cas, on aura toujours, en fait, des BTC qui arriveront sur le marché. Oui, le cours progressera, mais on n'arrivera pas dans une évolution supérieure. Et justement, le modèle que défend The Rational Root est totalement différent de la représentation que j'en ai, et c'est pour ça que je vous le présente pour vous offrir ces deux visions-là, dans le sens où, pour lui, il considère que le hodl model, donc c'est-à-dire que la représentation des personnes qui vont détenir du BTC, qui représentent ceux qui détiennent réellement, ceux qui perdent leurs clés, ceux qui les BTC perdus d'ordre général, que ça continuera à augmenter, donc il y aura de moins en moins de supply, donc de moins en moins de BTC disponibles à la vente. D'accord, actuellement, il n'y a pas 20 millions de BTC, il n'y a pas 19 millions de BTC, il n'y a pas 18 millions de BTC qui sont à la vente. On est à bien moins en termes de supply qui est disponible pour le marché, et donc la liquidité pour lui considère que ça va diminuer parce qu'on aura de moins en moins de BTC qui pourront être échangés, et donc forcément une valorisation très forte qui se fera, plus on passera de halving en halving, avec un cycle du coup prochain qui devrait être supérieur. Donc pour moi, c'est vraiment deux visions qui sont séparées, qui sont toujours très intéressantes dans la représentation, et c'est pour ça que je vous le présente, pour avoir une autre vision, qui est quelqu'un qui est vraiment basé sur l'analyse on-chain, qui est basé sur la conception de modèles autour de l'analyse on-chain, alors que moi je suis beaucoup plus sur l'analyse technique structurelle, avec un passif en effet beaucoup plus traditionnel, et donc c'est pour ça que les deux se confrontent très bien, et c'est les deux qui permettent d'avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer. D'autant plus qu'il propose d'autres choses qui sont vraiment très intéressantes, dans lesquelles nous avons un nouveau graphique ici, qui est la représentation du realized price, donc du prix réalisé, donc représentatif du prix du BTC. Alors là-dessus, il calcule par rapport au prix réel du BTC, par rapport aux normalisations, et c'est une moyenne générale, c'est-à-dire qu'il considère que dans la représentation, on a des personnes qui sont dans les alentours de 10 centimes le kilowattheure, et des personnes qui sont dans les alentours de 3 centimes, et ça fait le realized price, dans le sens où on va avoir une sorte de médiane qui va être présente. Mais il ne prend pas en considération, et ça c'est un peu dommage, que quand le prix casse à la baisse, les personnes qui sont à 12 centimes vont débrancher, donc le realized price va chuter drastiquement, parce qu'il y aura uniquement les personnes qui seront avec des low deals, avec des machines performantes, qui resteront toujours profitables et qui resteront toujours allumées. Et c'est pour ça que la notion du dernier suivant est très importante dans la gestion du BTC, et que le realized price, malheureusement, n'est pas représentatif ici, mais ça permet quand même de voir que, en effet, dans les parties ici basses, on a toujours une partie en dessous du realized price, suivie d'une accélération haussière. En dessous, crise Covid, donc on va dire une anomalie,
cassure baissière, réaccélération, et là on a bien aussi cette schématique là. Et en parlant ici de la crise Covid, ça veut dire que aussi on a des anomalies, et ben les anomalies on les voit ici, dans cette nouvelle représentation qu'il a, qui est la représentation entre la corrélation du Bitcoin versus SP500, qui est une autre vision de ce que je vous présente, hein. Vous savez très bien que je vous présente généralement le BTC divisé par le SP500 pour avoir une bonne vision, ou divisé par le Nasdaq, étant donné que les cryptos sont des entreprises qui sont basées majoritairement aux États-Unis, en tout cas les grosses sociétés sur la total market cap, hein, on parle pas de BTC, même si les mineurs quand même, il y en a une grosse partie qui sont aussi aux États-Unis, on se retrouve quand même sur une corrélation qui est relativement forte. Et là, on a une évolution de la corrélation dans laquelle on est à 0, ça veut dire il n'y a pas de corrélation, on passe 0, donc on va sur 1, on a une corrélation positive, c'est-à-dire que quand ça monte, et quand ça baisse, et quand on est dans une corrélation négative, ça veut dire que quand il y en a un qui monte, l'autre baisse, et réciproquement, d'accord? Et on voit que quand on a des événements un peu endogènes comme le China Mining Ban ou FTX ou la SEC, on passe directement dans une corrélation négative, ça veut dire que le poids crypto de l'écosystème crypto est suffisamment fort pour empêcher la performance et l'évolution de la performance. Et dès qu'on est dans quelque chose de classique, on repasse très vite à 0,8, voire un petit peu plus haut, dans lequel on est dans une très forte corrélation avec justement les indices américains, avec la gestion de la liquidité qui rentre en influx sur cet actif risqué. Et la question qu'on va se poser, c'est quel va être l'événement ici, donc on a la SEC, ok, comment on va passer l'acceptation de l'ETF Bitcoin? Est-ce que ça va être au-dessus? Est-ce que ça va être en dessous? Ou est-ce que ça va être tout simplement au milieu? Ça va être la grande question qu'on va pouvoir se poser, mais on voit que là actuellement on est plutôt rentrer dans une phase de décorrélation, on va re-rentrer dans une phase de corrélation, et ce qui va être très intéressant, c'est que potentiellement le SP500 est en phase préparatoire d'une correction, donc si on rentre dans une phase de corrélation avec une correction du SP500, vous savez très bien ce qui va se passer au niveau du BTC. N'empêche que là, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase où oui, nous sommes dans une respiration très forte, nous sommes toujours dans une partie de ranging, nous avons des altcoins qui ont fortement poussé avec l'annonce notamment de la SEC et de l'XRP, qui est plutôt positive pour l'ensemble des altcoins. On est dans une phase de respiration maintenant, il va falloir juste être patient pour terminer ce mois de juillet et finir ce mois d'été, ces mois d'été dans lesquels on a toujours une baisse de volatilité, mais une augmentation des performances sur le mois de juillet, donc ça va être voir est-ce que oui ou non on est toujours aussi dans cette norme-là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur XRP pour comprendre justement ce qui s'est passé avec la SEC, je vous mets la vidéo là, et je vous mets aussi la vidéo de Mathis parce qu'il y a eu aussi beaucoup de nouvelles, et je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.